Au-delà de nos frontières, nous informons sur Kivu Morning Post. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, a annoncé que les États-Unis ont développé un anticorps monoclonal expérimental contre 3 souches du virus Ebola, Zaïre, Soudan et Bundibugyo. La RDC a officiellement demandé l'accès à cette molécule innovante pour lancer un essai clinique chez les patients testés positifs. Peut-être beaucoup de gens ne savaient pas. C'est que les Américains avaient développé, comme notre traitement contre Zaïre, ils avaient développé un traitement, donc ce qu'on appelle un anticorps monoclonal, qui a agi sur un test, qui a agi sur les 3 types d'Ebola, c'est-à-dire Zaïre, Soudan et Bundibugyo. Et donc, nous sommes en négociation actuellement, pas en négociation, nous avons demandé aux Américains de nous disponibiliser cette molécule-là pour pouvoir traiter les malades. Parce qu'ils en ont. Donc nous avons fait la demande officielle, on a déjà échangé beaucoup avec eux. Je pense que dans les jours qui viennent, on va voir. Mais en fait, on ne va pas traiter les malades directement, on va faire ce qu'on appelle un essai clinique. Parce que ça a été testé en laboratoire, ça a passé toutes les, on va dire, tous les stages d'évaluation, mais comme il n'y avait pas d'Ebola autre que Zaïre, ça n'avait pas été utilisé. Donc nous allons utiliser, si les Américains nous en disponibilisent, cet anticorps monoclonal pour pouvoir traiter les malades. C'est vraiment pour les gens qui sont malades. Nous avons aussi les antiviraux, les médicaments contre les virus en général, que nous avons aussi demandé, mais ça c'est des médicaments, on va dire, qui s'attaquent au virus de manière générale. Donc ça c'est par rapport à la prise en charge. Mais en attendant, la prise en charge se fait de manière symptomatique, c'est-à-dire que le malade qui est déshydraté parce qu'il a une gastro-entérite, il a une diarrhée, il faut le réhydrater. Le malade qui a, bien entendu, développé une détresse respiratoire, il faut s'occuper de la détresse respiratoire. Le malade qui a développé une grosse anémie parce qu'il a perdu beaucoup de sang, il faut le prendre en charge sur ce plan-là. Cela veut dire qu'il y a des traitements, mais ce n'est pas un traitement spécifique contre le virus. Et c'est ce traitement-là que nous déployons. Donc, nous avons ce qu'on appelle le pilier de la prise en charge dans ce que nous faisons. Nous avons aussi le pilier de ce qu'on appelle la CREC, c'est-à-dire la communication de risque et l'engagement communautaire. Comme je vous parle là, nos agents sont sur terrain, ont rencontré des chefs coutumiers, ont rencontré des évêques, ont rencontré des élèves, ont rencontré des ONG pour mobiliser les communautés parce que le message de protection, c'est-à-dire éviter le contact, est très important et c'est le meilleur moyen de se protéger. Et aussi le message pour éviter les enterrements qui ne sont pas sécurisés. Et c'est très important les enterrements sécurisés parce que le décédé, le mort, produit encore la contamination parce qu'il a des sécrétions sur son corps. Et ce sont ces sécrétions, quand on les touche, on attrape le virus. Donc, le pilier de la communication est très important. Le troisième pilier, bien sûr, c'est tout ce qui est recherche des cas contacts. Parce que vous comprenez que quand on retrouve le cas très rapidement, on le diagnostique en faisant le test, et le test, le laboratoire, c'est un autre pilier. Et quand on l'a diagnostiqué, on doit l'isoler. On doit vraiment l'isoler pour éviter le contact avec les autres. La RDC a réaffirmé mardi 26 mai 2026 son attachement au droit international et aux principes de la Charte des Nations Unies lors de la 1159e séance du Conseil de sécurité consacrée au renforcement du système multilatéral centré sur l'ONU. Dans sa déclaration, l'ambassadeur Zenon Mukongo-Ngai a rappelé l'importance de l'égalité souveraine des États, de l'intégrité territoriale et du règlement pacifique de différends. Monsieur le Président, la République démocratique du Congo adresse ses chaleureuses félicitations à son Excellence M. Wang Yi, membre du bureau politique du comité central du PCC et ministre des Affaires étrangères de la République populaire de Chine.
Nous saluons également la présence de leurs excellences, les ministres et vice-ministres des Affaires étrangères. Ma délégation rend enfin un hommage appuyé à son Excellence Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, pour son engagement constant en faveur de la paix et de la défense de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, la défense des buts et principes de la Charte des Nations Unies et le renforcement du système centré sur l'ONU constituent les deux faces d'une même pièce dont le dénominateur commun reste incontestablement le respect du droit international. En effet, le droit international contemporain est dominé par l'article 2, paragraphe 4 de la Charte des Nations Unies, qui enjoint aux États membres de l'organisation de s'abstenir dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies. C'est là le fondement du système de sécurité collective institué par la Charte des Nations Unies, système qui repose sur l'idée d'une communauté conventionnelle au sein de laquelle chacun doit respecter certains principes essentiels et que la transgression de ces principes par l'un des membres suscite contre lui la réaction collective des autres. Mais sur le théâtre des opérations, le constat est sans appel. Le rêve des rédacteurs de la Charte semble s'évanouir car le scénario si haut décrit peine encore à s'affirmer 82 ans après la conférence diplomatique de Dumbarton Oaks. En gros, la violence exercée par les grands, qu'il s'agisse de grandes puissances internationales, d'acteurs économiques dominants ou de dynamiques de domination systémique, semble effectivement repousser ses propres limites. Du continent américain à l'Extrême-Orient, en passant par l'Afrique, l'Europe et le Moyen-Orient, aucune région du monde n'est épargnée. L'escalade s'observe à plusieurs niveaux. Les violences géopolitiques, l'hégémonie économique et l'absence de garde-fous à la base des conflits internationaux actuels traduisent un mépris croissant pour le droit international, avec des populations civiles prises pour cible et des crises humanitaires sans commune mesure. Cette absence de garde-fous nourrit un sentiment d'injustice généralisée et une crise de confiance profonde envers les institutions, laissant les plus vulnérables sans protection face à l'arbitraire. D'autre part, en dépit du constat que le statu quo établi en 1945 ne peut être maintenu sans que l'Organisation mondiale ne court le risque d'être reléguée à l'arrière de la vie internationale, le Conseil de sécurité, le seul organe principal des Nations Unies, investi du pouvoir de légitimer une intervention armée et d'imposer des sanctions, est toujours à la recherche de sa réforme. Face à ce constat, la République démocratique du Congo réaffirme son attachement indéfectible à la Charte des Nations Unies qui, depuis 1945, demeure la pierre angulaire de l'ordre international, fondée sur l'égalité souveraine des États, le règlement pacifique des différends, le refus du recours à la force, la coopération internationale, ainsi que la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces principes énoncés à l'article 1er de la Charte sont regroupés autour d'un objectif triptyque, à savoir la paix, la sécurité internationale et le développement, qui constituent les fondements même de l'universalité de l'Organisation des Nations Unies et s'érigent comme des garanties à la fois politiques, juridiques et morales pour la coexistence pacifique de tous les États membres des Nations Unies. Monsieur le Président, au-delà de ce constat d'un sentiment d'inachevé du rêve des rédacteurs de la Charte, l'ONU n'a pas failli sur toute la ligne. Le président congolais Denis Sassou Nguesso, grand maître des ordres nationaux, a décoré à titre exceptionnel 6 hauts cadres de la BAD en marge des assemblées annuelles à Brazzaville. 2 récipiendaires ont été élevés au rang de commandeur et 4 autres au rang de chevalier dans les ordres nationaux. Ouvrant le panel de haut niveau organisé dans le prolongement de la cérémonie d'ouverture des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, Sidi Ouldeta, président de l'institution financière africaine, a fixé l'opinion sur sa vision à la tête du groupe, à savoir rendre la BAD plus agile et rapide dans la mobilisation des ressources financières et l'ouvrir à des partenariats bénéfiques. Nous avons des paradoxes importants en Afrique qui demandent une action énergétique et urgente.
Et les 7 transformations que j'engage au niveau du groupe de la Banque africaine de développement devraient nous permettre de rendre la banque beaucoup plus agile, plus rapide, répondant mieux aux attentes des populations africaines, mais aussi une banque capable de mobiliser tous les acteurs économiques, de mobiliser les institutions financières africaines, mobiliser l'épargne africaine, amener toutes les institutions africaines à travailler ensemble, mais aussi une banque ouverte sur le secteur privé. À ce panel de haut niveau, 3 chefs d'État se sont exprimés pour présenter les priorités de développement de leur pays. Ainsi, le Congolais Denis Sassou Nguesso, dont le nouveau mandat est placé sous le sceau de l'accélération de la marche vers le développement, a insisté sur l'agriculture au sens large, la production des engrais complets au Congo, l'énergie et la construction des infrastructures routières et ferroviaires. À propos de l'environnement, Denis Sassou Nguesso a déclaré que 70 projets dans ce sens sont déjà disponibles et n'attendent que des accompagnements financiers conséquents pour le bien de notre planète. De son côté, le centrafricain Faustin Archange Touadéra a plaidé notamment pour l'accélération des travaux du corridor 13 et le financement du plan national de développement. Avec ses 80% de forêts et ses 11 parcs nationaux, la République gabonaise a indiqué pour sa part, Brice Clotaire Oligui Nguema aspire au développement de ses forêts en privilégiant la transformation locale tout en préservant la nature. Par ailleurs, le président de la République gabonaise a axé son propos sur la préservation de la paix et la promotion du capital humain. Cette séance de haut niveau a enfin donné lieu à des coups de cœur des 3 chefs d'État à la question de savoir quel est le conseil à donner au président du groupe de la Banque africaine de développement. Je dis simplement, nous avons confiance. Voilà, nous avons confiance. Président Touadéra, en un mot. Je pourrais lui demander de rapprocher ses services, en tout cas des différents pays, parce que son positionnement de l'ensemble, quelquefois, on a du mal à faire accélérer les projets prioritaires pour nous chez nous. À vous, Président Oligui Nguema. Alors, mon conseil au président du groupe de la BAD, c'est de ne pas se décourager. Après ce panel, le président du groupe de la Banque africaine de développement a sommairement présenté les perspectives de l'économie africaine. Elles sont rassurantes, mais il reste à beaucoup œuvrer dans la promotion du capital humain. Le président Bassirou Diomaye Faye appelle les Lions du Sénégal à viser le sacre mondial lors de la Coupe du Monde 2026. Le chef de l'État a remis le drapeau national à l'équipe avant son départ pour les États-Unis. Il demande aux joueurs de défendre le Sénégal avec ambition, humilité et confiance. Permettez-moi tout d'abord, à l'entame de mon propos, Monsieur le Président, de saluer la libération de nos supporters. Revenus du Maroc auprès de leur famille le week-end dernier, nos héros de la finale de Rabat ont été des modèles de courage, de dignité, de résilience tout au long de leur incarcération. C'est le lieu de vous remercier, avec le peuple sénégalais, Monsieur le Président, pour votre mobilisation, votre implication personnelle à nos côtés pour le retour au pays de nos vaillants supporters. Nous voici rassemblés à ce moment solennel où le destin nous offre une nouvelle page à écrire dans la grande légende du football sénégalais. Monsieur le Président, c'est avec un cœur habité par le Djom, bravoure tranquille de ceux qui n'ont jamais ployé devant l'adversité, que je reçois le drapeau national pour une deuxième fois de vos mains. La première, ce fut avec au final une canne. Ce drapeau, nous le porterons avec un étendard de dignité aux yeux des 48 nations qui participeront à cette Coupe du Monde historique dans 3 pays différents. À chaque match, nous puiserons dans le foule ce courage qui n'est pas un bruit, mais une flamme intérieure, celle des guerriers sénégalais qui avancent sans reculer. Mais le courage sans l'honneur n'est qu'audace. Alors nous mettrons au-dessus de tout le faïda. L'honneur de porter ce maillot vert, jaune, rouge. L'honneur de ne jamais trahir la confiance de notre peuple.
l'honneur de défendre les couleurs jusqu'au dernier souffle sur les pelouses des États-Unis, du Canada et du Mexique. Monsieur le Président, notre sélection nationale a pour emblème le lion. Mais le lion, dans sa majesté, ne règne pas seul. Il règne avec la force de son clan, avec la puissance de son territoire. Cette puissance, celle du baobab, notre arbre symbole. Le baobab ne fait pas de bruit, mais il résiste aux tempêtes. Ses racines plongent profondément dans la terre de nos ancêtres. Et son ombre rassemble tout un pays, toute une nation. Nous serons ce baobab sur le terrain, enracinés dans nos valeurs, immuables face aux épreuves, généreux dans l'effort, rassembleurs par l'esprit, car notre devise que nous porterons gravée dans nos âmes, un peuple, un but, une foi. C'est le gage de notre unité et notre force indéfectible. Un peuple immense, du fleuve Sénégal dans le Fouta, aux côtés de la Casamance, des terroirs de Baol à ceux de Sine et de Saloum, de la banlieue dakaroise aux villes du monde, un seul but, aller le plus loin possible, une fierté nationale, une seule foi, celle en nous-mêmes, celle en notre destinée collective. Monsieur le Président, lorsque nous entrerons dans les stades d'Amérique, nous serons 26 lions debout. Mais en vérité, derrière chaque lion, il y aura tout le Sénégal. Nous jouerons avec la bravoure du Djom, la ténacité de Foule et la noblesse de Faïda. Nous planterons notre baobab sur chaque pelouse et par nos actions, nous ferons rugir le lion. À la veille de notre départ, nous faisons cette promesse. Nous ferons tout pour vous faire honneur. C'est tout pour cette actualité internationale sur Kivu Morning Post. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se fixe rendez-vous pour de prochaines actualités.